On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le dossier ukrainien. Donald Trump a présenté un plan de paix pour l'Ukraine, un texte en cours de négociation avec la Russie. Le Kremlin d'ailleurs trouve que les négociations avancent bien, qu'il y aurait des progrès considérables et qu'il ne resterait plus que quelques points de désaccord. Les ébauches de ce plan de paix américain reconnaissent entre autres, l'annexion du territoire ukrainien par la Russie avec 20% du territoire, la limitation de la taille de l'armée ukrainienne, un cessez-le-feu, la tenue d'élections en Ukraine rapidement après la guerre. Bref, ça ressemble quand même vachement à ce que demande Poutine, non ? Je crois même que c'était quasiment un copier-coller à l'origine, le plan en 28 points ou 29, je ne sais plus. Les linguistes estiment même que c'est une forme de mauvaise traduction du russe. On y a. Donc il est clair que c'est une paix aux conditions de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, la réaction de l'Ukraine témoigne du fait que c'était inacceptable pour l'Ukraine. Déjà, ne serait-ce que par principe, on ne peut pas faire une paix sans les Ukrainiens autour de la table. Sans les Européens aussi, quand même, mine de rien, on n'est pas un petit acteur. On a vaguement des frontières communes avec l'Ukraine. Et la réalité, c'est que la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est de piller les ressources naturelles. C'est le cas en Ukraine. Mais pour moi, ça me fait un peu penser au plan de paix pour Gaza qu'avait proposé Donald Trump, où c'était un peu les mêmes ressorts, où tu as globalement des gouvernements d'extrême droite qui s'entendent sur le dos de populations agressées, un accès, disons, aux ressources naturelles dans un cas pour l'Ukraine, et puis on se souvient tous que pour Gaza, ils voulaient faire une riviera sur la côte. Donc pour moi, c'est un peu la même logique. On a un Donald Trump qui redessine les cartes du monde façon néo-colonialisme. Et le problème de tout ça, c'est que l'Union européenne, elle a complètement disparu du jeu diplomatique international. En mars dernier, tu disais que l'Union européenne et la France sont en train de sortir de l'histoire. Ils sont sortis. Ils sont sortis ? Ils sont pas en train d'essayer de re-rentrer ? Quand on a une Union européenne qui déjà applique le droit international à géométrie variable, il faut quand même qu'on se dise les choses. Quand tu as 19 paquets de sanctions qui ont été pris à l'égard, à raison de la Russie, de Vladimir Poutine, et quand on a eu 0 en face contre le gouvernement israélien qui commet un génocide dans la bande de Gaza, déjà, pour moi, tu tues toute crédibilité de l'Union européenne à agir et à parler la langue du droit international. Donc dès lors, déjà, tu es sorti du jeu. Et en plus de ça, on est un non diplomatique parce qu'à aucun moment, on a pris une initiative diplomatique digne de ce nom. Ça vaut pour la guerre en Ukraine, mais ça vaut aussi sur Israël. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. On avait des leviers pour agir. Et malheureusement, l'Union européenne, à chaque fois, elle est sortie du jeu et elle laisse la main à Donald Trump pour tenter de faire la paix aux conditions de Donald Trump. Et donc là, forcément, ça ne va pas marcher. Mais sur la question ukrainienne, je te sens un peu défaitiste. C'est-à-dire qu'on a deux mastodontes que sont les États-Unis et la Russie, deux régimes d'extrême droite, qui négocient sur le dos des Ukrainiens sans les Européens. Et quoi ? C'est fini ? Il n'y a plus rien à faire ? On ne fait que constater les échanges de politesse entre les deux ? Non, et c'est là où je pense que une issue à la guerre, en général, ça se fait par un accord de paix. Soit ça se fait, il y a deux options, la fin d'une guerre, soit t'écrases complètement l'autre. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer en Palestine. Soit t'arrives à un accord de paix entre les protagonistes et les belligérants. Et dans le cas de l'Ukraine, il n'y a pas d'autre issue qu'une issue diplomatique. Je me souviens, il y a quelques mois de ça, ou même il y a 1 ou 2 ans de ça, quand on le disait, on était là, absolu, vous êtes des défaitistes à la France insoumise, vous voulez que l'Ukraine capitule. Non, on veut juste qu'il y ait un accord de paix le plus rapidement possible, parce qu'au petit jeu de qui durera le plus longtemps, a priori, c'est Poutine qui va gagner, parce que son armée de réserve à lui est beaucoup plus importante que l'armée de réserve en Ukraine. Donc il faut une issue diplomatique, donc il faut des négociations. Et ces négociations-là, si l'Union européenne n'en prend pas le lead, malheureusement, c'est Donald Trump. Mais moi, je n'ai pas abandonné le rôle que doivent jouer les États européens, le rôle que doit jouer la France. Et crois-moi que si on était au pouvoir, oui, ça se serait passé d'une manière bien différente. Jules ? Mais sur là, il y a les derniers rebondissements, c'est que Poutine a dit qu'il voulait aussi les oblasts qu'il avait toujours pas conquis, mais qu'il réclamait quand même, donc les régions qui n'avaient pas été encore conquis militairement, mais qu'il les voulait quand même, et que c'était sa condition principale pour l'accord de paix. C'est toujours inacceptable. Mais bien sûr que c'est inacceptable, mais
Par ailleurs, c'est pas à moi, Manon Brie, de fixer les conditions de paix pour les Ukrainiens. A priori, si tu as les Ukrainiens et les Russes autour de la même table, tu avances peu à peu, pas à pas, vers trouver un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, ce sera aux Ukrainiens de décider à la fin ce qui est acceptable entre le coût de la guerre, le coût financier, le coût humain, etc., et ce qui peuvent perdre potentiellement. Et bien sûr qu'en attendant, le rôle de l'Union européenne, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine. Mais pardon, je sais que vous en avez un peu parlé avant moi et peut-être qu'on va en reparler après, pas au prix de faire une conscription obligatoire et un service militaire et puis on envoie Ce ne sera tout pas le monde faire la obligatoire, guerre. hein, ça a été annoncé aujourd'hui Alors, par Emmanuel Macron. Ce sera Petite volontaire. nuance, je vous ai entendu là-dessus. Quand on regarde dans le détail, ce que Emmanuel Macron a annoncé, c'est un truc en effet volontaire, sauf qu'il est dit, c'est comme dans les contrats d'assurance, il faut regarder l'Astérix avec les toutes petites lignes. justement. Il y a une clause qui peut être activée par le Parlement et qui peut le rendre obligatoire En à cas de partir des JAPD. Et donc, c'est-à-dire qu'on fait un peu du repérage au JAPD. Donc, moi, je serais vous, au JAPD, vous avez 4 mains gauches, vous savez rien faire pour pas être repéré, quoi. C'est pas sympa pour C'est les en cas de gauchers. crise majeure, en l'occurrence. Pardon. Ou 4 Gens mains de droites. gauche. Pardon. Mais vous m'avez compris. Et donc, ça veut dire quand même quelque chose aujourd'hui de l'effort de guerre dans lequel s'engage notre pays. Et moi, je suis désolée, je suis pas d'accord avec ça. Ne serait-ce que, il y a un truc que vous avez pas mentionné de ce que j'ai écouté dans la conversation avant. J'étais vraiment d'accord avec ce que disait Lumière, mais il y a un truc supplémentaire, c'est que aux gamins qui sont un peu perdus au collège et au lycée, en déroute scolaire, ce qui est extrêmement marqué socialement. Je veux dire, un gosse de riche, on le sait tous, qui va pas réussir de la même manière ses études et dès son collège et son lycée que quelqu'un qui vient des quartiers populaires. Vous le voyez là, l'espèce de réunion, de rencontre avec ton conseiller d'orientation. Ah, t'as un peu de mal, le cadre scolaire, c'est pas fait pour toi, mais j'ai un cadre formidable pour toi. Va faire le service militaire, tu vas voir, c'est payé. Ça existe déjà, ça. Bah non, il n'y a pas de service l'armée, militaire. oui, Bah oui, mais il y a l'armée, mais c'est pas la Et d'ailleurs, même on voit chose. bien qui c'est un peuple sas d'entrée dans majoritairement l'armée. les rangs de l'armée. Mais c'est vrai que c'est déjà marqué socialement. Et donc, du coup, on va avoir un truc qui est extrêmement... qui va diviser notre population d'un point de vue social. Et moi, je suis désolée, les 900 € qu'on va payer aux jeunes pour aller faire un service militaire, je préfère qu'on les mette dans une allocation d'autonomie pour que les jeunes ils puissent faire des études et qu'ils n'aient pas à travailler en même temps qu'ils font leurs études. Attends, L'argent quand même bien mieux utilisé. C'est pas la France Insoumise qui propose un service chose. citoyen avec une composante militaire obligatoire Non, service citoyen, et donc il y a payé au plusieurs... SMIC? Non, alors déjà c'est payé au SMIC, tu fais bien de le préciser, ce qui n'est pas 900 € par mois. Le SMIC, à l'heure où on se parle, je crois que c'est 1424 € par mois, même si on est pour l'augmenter à 1600 €. Et surtout, il y a un objectif qui est double et qui est un double utilité. D'abord pour l'intérêt général, parce que la manière dont on l'avait construit, c'était plutôt... type service civique, donc mission d'utilité générale, mission environnementale, mission d'aide à la personne, etc. Et une autre dimension qui permet, et qui est plutôt donner une chance d'accession sociale, possibilité de passer son permis de conduire, dont on sait qu'il est extrêmement onéreux, et là aussi, c'est discriminant socialement, parce que t'as pas forcément les moyens de te payer un permis, mais si tu vis en zone rurale, la vérité, c'est que dans une grande partie de la France, tu peux pas vivre sans une voiture. Et donc, la philosophie, l'esprit a strictement rien à voir. Je veux dire, il y a pas derrière, et ce que tu disais tout à l'heure, Léa, sur le timing, clairement, la volonté d'Emmanuel Macron, ça vient juste après le directeur général des armées qui dit qu'il faut être prêt à sacrifier nos enfants. Il y a un moment de timing où on dit, c'est un peu Macron qui montre les gros biscottos, allez, tous, on va en guerre. Et derrière, pour moi, c'est aussi un imaginaire extrêmement viriliste qui est véhiculé derrière. Mais je t'ai entendu ça de loin dire ça tout à l'heure, donc je ne veux pas répéter les choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais pour moi, franchement, on ne peut pas donner ça comme horizon à notre jeunesse, quoi. Elle apprendre à manier une calache. Moi, je préfère qu'à notre jeunesse, on leur
permettent d'apprendre des connaissances, d'être utiles à notre société, mais pas... Je pense que le message, il était plus pour Poutine que pour notre jeunesse. C'est de dire, Ah oui, sauf que la là jeunesse... où Poutine a avancé à chaque fois, c'est quand il s'est dit les Européens vont rien faire, les Américains vont rien faire, donc allons-y, et il a pris la Crimée, et puis etc. Et là, l'idée, c'est de dire, regardez, on commence à se préparer, on va arrêter de rien faire. Je crois que le message est plus pour Poutine que pour notre jeunesse. Est-ce que tu dirais que la menace russe existe? Parce que Bien j'ai entendu sûr. Mathilde Panot ce matin sur France Info dire qu'elle était incertaine, la menace russe. Je veux dire, la menace russe, c'est une puissance nucléaire. Donc, si demain on devait entrer en confrontation, la France contre la Russie, c'est deux puissances nucléaires qui se font face. Et je ne veux pas prédire le résultat, mais je pense qu'il sera dramatique. Et deuxième chose, c'est une économie qui dédie l'ensemble de ses financements à l'effort de guerre. Donc, évidemment que c'est une menace pour la paix. Est-ce que c'est une menace directe pour la France ? La réponse est non. Est-ce que pour autant on veut balayer C'est une menace pour toutes les démocraties européennes. C'est une menace pour les voisins directs. Même chez nous, toutes les actions de déstabilisation. À la rigueur, etc. tu peux parler de déstabilisation démocratique et notamment. Mais c'est pas rien. Non, mais peut-être que je pense qu'après, il faut pas de la même chose. J'ai l'impression que toi, tu parles d'une menace militaire. Et toi, tu parles d'une menace sur le. Mais qui a pour but de nous affaiblir de l'intérieur, évidemment, notamment. Moi, je suis très alignée avec ça. Donc, mais c'est juste pour dire, je pense qu'il y avait. On a arrêté encore des agents pas plus tard que hier matin. D'ailleurs, c'est une question aussi qui se pose. Comment on lutte contre cette guerre hybride? Moi, j'avais une proposition. Déjà, fermer CNews. C'est-à-dire que les plus gros relais pro-russes aujourd'hui, ils ont voix ouverte sur CNews en permanence, et que c'est quand même assez bizarre de laisser ça passer alors qu'on a fermé RT France. Russia Today, ouais, c'est ça. Ouais. Léa. Je voulais, toi qui es à Bruxelles et qui as des collègues dans toute l'Europe, comment ils réagissent, par exemple, là, Macron nous annonce ce service militaire pas obligatoire, optionnel, certes. Est-ce qu'il y a d'autres États européens où c'est en discussion, ou comment ils réagissent les collègues bruxellois là-dessus? Le danger de tout ça, c'est qu'il y a une forme de course et de surenchère à l'armement. Et donc, on voit de plus en plus les États qui consacrent de plus en plus une plus grande partie de leur PIB et de leur budget à des dépenses militaires. Et le risque de ça, c'est que quand tu es entré dans ce cercle vicieux, tu dois faire toujours plus. Dans le cadre de l'OTAN, ça doit être 3% du PIB, et Trump, il voulait le monter à 5% du PIB. Et je rappelle, là, on a presque oublié qu'on est en train de discuter le budget parce que plus personne n'y comprend rien, où est-ce qu'on en est dans les étapes de la navette parlementaire, parce que globalement, Macron tente par tous les moyens d'imposer son budget. Mais il n'y a qu'une dépense qui augmente dans tout le budget. L'armée. C'est l'armée. Bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi? C'est un jeu à... Si on prend les dépenses, c'est un jeu à somme nulle. Donc, si tu dépenses plus sur l'armée, c'est moins que tu vas dépenser dans l'éducation, dans la santé, dans les services publics de manière générale. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que pour autant, il faut qu'il y ait plus de dépenses militaires? Non, ça, c'est le monde des bisounours qui est formidable. Je t'interromps maintenant parce que tu m'emmènes sur un terrain qui n'est pas celui dans lequel je voulais t'emmener. Tu ne réponds pas à la question, en fait. T'es en train de je comprends très bien là où tu veux en venir, mais du coup, quid des collègues européens, en gros? En gros, plus ils sont loin de la frontière, moins de la frontière avec les Russes, moins ils sont inquiets. Forcément, quand tu es un Finlandais et que tu as 1000 km de frontière avec la Russie, et que par ailleurs tu es un État qui ne dispose pas de la puissance nucléaire et qui a une armée plutôt faible, forcément ton niveau d'inquiétude n'est pas le même qu'un Portugais qui se trouve de l'autre côté de l'Union européenne. Après, il y a un principe de solidarité. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait, j'aime bien lire les commentaires dans le chat, c'est l'avantage de Backseat, quelqu'un qui disait, oui, la logique de Manon, c'est de laisser les Polonais se faire défoncer. Non, c'est pas la logique. Au contraire, la logique... Il faudra soutenir les Polonais s'ils sont attaqués. Mais bien sûr, c'est un des principes fondateurs de l'Union européenne. Ok, d'accord. Mais c'est pas... J'espère, qu'on n'en arrivera pas là. Et de deux, la question à se poser, c'est comment, en tant qu'Union européenne, justement, on peut proposer une piste de sortie. Et le fait est que l'Union européenne, tant qu'elle ne le fait pas, on est condamné à ce cercle vicieux de la surenchère des dépenses militaires, dont je pense qu'il est délétère pour tout le monde. On voulait te faire réagir à une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. C'était lors des amphis cet été. La petite carte réagit à Jean-Luc Mélenchon. Allez, réagis à Jean-Luc. C'était qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Luc au sujet de Zelensky. Oula. Sur Zelensky, dites-vous? Vous plaisantez? Il n'est président de rien. Depuis le mois de mai dernier, son mandat est arrivé à terme.
Tu comprends que quand on entend ça nourrit le narratif. Non, mais- Les insoumis, ils sont pro-Russie. Non mais écoute, Déjà, c'est hors contexte, non? non mais attends, vous proposiez un peu plus tôt la suppression de CNews. C'est pas pour reprendre leur méthode, un extrait de 5 secondes d'un discours qui dure 1h30. Bah, dis-moi, Donc- c'est pas sorti du contexte, là, en Donc, l'occurrence. je t'invite à écouter l'heure et demie de discours où, en l'occurrence, Flemme, en il vrai, disait... Pardon. Flemme un peu. Bah, je te le résume. Du coup, Ouais, je te voilà, le résume. merci. Je suis sympa, je te le résume, j'étais là. En gros, il disait il y a un enjeu aussi dans les garanties de sécurité mutuelle, c'est que l'Ukraine reprenne son cours démocratique et qu'à un moment ou un autre, il puisse y avoir des élections. Et j'estime que c'est pas complètement incongru, sachant que les élections, elles devaient se dérouler il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Elles n'ont pas eu lieu pour des raisons qu'on comprend tout à fait. Mais dans le cadre d'un accord de paix, le retour de la démocratie, et on peut pas fermer les yeux, il y a eu un certain nombre de scandales de corruption en Ukraine, y compris dans Bizarre leur de dire qu'il est processus. président de rien quand même. Mais Oui, quand c'est même. pas Donc, président de La rien. c'est- formulation n'est pas. Mais de Là, nouveau, c'est dans enfin, les- tu sors une phrase sortie de son contexte dans une démonstration plus globale qui visait à dire l'importance du retour de la démocratie, y compris pour renforcer l'Ukraine comme acteur légitime sur la scène internationale. Et je pense que si on nous bassine depuis le début que cette guerre, elle est soi-disant faite au nom de la démocratie, des valeurs occidentales, etc., c'est pas pour après s'asseoir sur la démocratie, y compris en Ukraine. Pourquoi Bien tu dis sûr, on soi-disant comprend. Mais il y a un temps pour tout. Ouais. Pourquoi Parce- tu dis soi-disant? Parce que on nous dit tout le temps que défendre l'Ukraine, c'est défendre les valeurs occidentales. Moi, perso, je ne sais pas ce que sont les valeurs occidentales. Est-ce que l'Ukraine, son territoire a été violé illégalement? La réponse est oui. Est-ce qu'on doit aider l'Ukraine? La réponse est oui. Mais je ne le fais pas ça au nom de valeurs occidentales où Tout à l'heure, je parlais de la pérennité de notre modèle des démocraties libérales qui subsistent en Europe alors qu'on voit que c'est très menacé aux États-Unis. Enfin, ils sont en train de faire le deuil de ça, je pense, Oui, aux oui. États-Unis, que c'est pas du tout le modèle de Poutine et qu'on est un peu un dernier bastion où oui, on a encore des démocraties libérales, liberté de la presse, Ouais. liberté des syndicats, etc. oui, sont mises mais- à mal, C'est par ça, ailleurs, quand c'est même, pas hein. juste des valeurs, c'est un modèle, mais c'est une juste, Jules, société. tu peux pas ignorer l'instrumentalisation de ce concept si tu mets en parallèle avec ce qui se passe en Israël et à Gaza. Ah bah non, Je suis ça- désolée, le cirque de Ça, je Israël les est range une pas dans les démocratie. démocraties libérales. Pardon Pour le coup, là, je les range pas Israël dans les démocraties libérales. Bah, On est dans toi une- non. Mais nous, ce qu'on nous rétorque tout le temps à chaque fois qu'on est critique du gouvernement israélien, vous comprenez, en Israël, ils ont une démocratie, contrairement à la Palestine, contrairement au Hamas, il n'y a pas Oui, eu mais non, ça d'élection marche depuis pas, 20 ans, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'élection marche depuis pas, 20 ouais, ans c'est clair. en Palestine, mais les conditions n'étaient pas non plus réunies. Et d'ailleurs, si demain, Comme en Ukraine. devait y avoir en Palestine un accord de paix, ce qu'on souhaite, et on en est extrêmement loin, quand on voit à quel point l'armée israélienne massacre tout un peuple, pas plus tard qu'il y a 2 heures, il y a eu 2 Palestiniens en Cisjordanie qui viennent de se faire massacrer dans la rue comme ça, à bout portant. Et au Eh bien, Liban aussi en ce moment. Et donc là aussi, s'il devait y avoir un accord de paix, ça se ferait, je le souhaite, avec des élections en Cisjordanie comme à Gaza. Eh bien moi, la différence entre eux et eux, les dirigeants européens et moi, c'est que précisément, je n'applique pas un concept vaseux de démocratie illibérale, j'applique un concept de droit international, et c'est parce que Vladimir Poutine a violé le droit international que je défends l'Ukraine, et je le fais de la même manière pour les Gazaouis. Léa. Les Palestiniens de manière générale. Oui, du coup, là, à ce stade, au sein du Parlement européen, quelles sont les discussions par rapport à cet accord qui est en train d'être discuté? Quel est le débat, en fait Alors, il y a compte eu... tenu des forces politiques Il y a eu une résolution qui a été votée aujourd'hui au Parlement européen. La difficulté des votes au Parlement, c'est que souvent, entre le moment où on propose la résolution et le moment où il y a le vote de manière effective, souvent le texte devient périmé lui-même. C'est-à-dire que le texte de la résolution portait essentiellement sur l'accord de paix proposé par Trump en 28 points et pas en 19. Donc, il est déjà un peu caduc. Mais le Parlement européen, malheureusement, là aussi, est un nain d'un point de vue diplomatique, donc tente de s'immiscer en disant « Bah oui, il faut une issue diplomatique. » Donc, moi, j'y vois plutôt une bonne chose où, pour la première fois, le langage de la diplomatie est utilisé comme une voie de sortie de ce conflit. Ceci étant dit, il y a un peu un aveuglement que
de toute façon, on va suivre ce que fait Donald Trump et vivre l'OTAN et vivre le cadre de sécurité qui est dirigé par les États-Unis. Et je ne suis pas sûre que se placer dans une dépendance aux États-Unis soit le meilleur moyen pour l'Union européenne de créer les conditions de son autonomie, de son indépendance, de sa souveraineté. Du coup, elle comprend quoi, cette résolution ? Ouais, en quelques mots, elle dit qu'elle prend note de l'accord proposé par Donald Trump, qu'il faut une issue diplomatique, qu'il faut qu'elle ne se fasse pas sans les Ukrainiens, ce qui est la moindre des choses. C'est bien aimable. Pardon ? C'est bien aimable. C'est bien aimable, tout à fait. Mais, c'était le côté positif et à mon sens le côté négatif, mais il faut que les États-Unis jouent un rôle essentiel et que l'Ukraine puisse être protégée dans le cadre de l'OTAN et que l'Union européenne doit renforcer sa collaboration avec l'OTAN et les États-Unis de Donald Trump. Donc, Ça, c'est pas fiable, ça. Pardon ? C'est pas très fiable, ça, oui, comme... J'estime que je pense que c'est pas vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé ces derniers mois, de créer les conditions de notre propre dépendance aux États-Unis, y compris d'un point de vue purement industriel. La part d'armement acheté aux États-Unis a été multipliée, je ne sais plus par combien, par 2 ou 3 ces dernières années. Et donc, ça veut dire que concrètement, du jour au lendemain, Trump, il peut dire ciao les Européens, je vous arme plus, etc. Et des entreprises qui participent à l'armement, je pense à des entreprises à côté de Grenoble, Arkema et Vancorex, qui sont en train de mettre la clé sous la porte, ou même ArcelorMittal, dont on se bat pour la nationalisation aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on va parler de la niche parlementaire aussi. Un des enjeux essentiels, c'est Sidérurgie, qui sert aussi à l'industrie de défense pour créer notre autonomie, notre souveraineté. Et la France fait partie des rares pays européens, mais on est en train de le brader, alors qu'on faisait partie des rares pays européens à pouvoir garantir une forme d'indépendance. Autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, celui des élections municipales. Tu étais au premier rang lors du lancement de campagne de La France Insoumise. C'était dimanche dernier. On retient de ces annonces notamment la stratégie de La France Insoumise qui est un déploiement massif de candidatures avec des candidats investis dans plus de 500 communes, dont toutes les villes de plus de 100 000 habitants et 85% des villes de plus de 30 000 habitants. On voulait te demander, quid des autres communes les plus petites ? Souvent, les plus petites villes, et Lumière en sait quelque chose, le paysage politique dépend des forces en présence. Parce que, y compris dans les plus petites communes, il faut réussir à constituer une liste municipale. Donc, il faut aligner une vingtaine, une trentaine de noms en fonction de la taille des communes. Donc, ça dépendra des communes. Partout où c'est possible, on aura des listes. On aura parfois des listes d'alliances larges à gauche, parfois des listes citoyennes. Ça dépendra un peu d'une ville à l'autre. Mais je te prends un exemple. Moi, je viens du sud de la France, dans le Var, qui n'est pas le genre d'endroit où la gauche fait des scores astronomiques. C'est joliment dit. C'est un euphémisme. Je salue tous les gens qui se battent dans ces coins-là parce que c'est pas facile d'être de gauche dans ces coins-là. Et bien là, ça dépendra un peu d'une commune à l'autre et notamment dans des communes où il y a le Rassemblement national. Je pense à Fréjus. J'espère qu'on arrivera à monter une liste commune de gauche face au Rassemblement national. Lumière ? Alors moi, je travaille sur les municipales en ce moment et je dois avouer que les décisions nationales impactent largement le local et que de nombreuses personnes au local se sentent tenues de faire une liste unique, alors que parfois elles préféreraient faire une liste d'union de la gauche, mais qu'elles disent l'AFI et Place Publique d'ailleurs, ils ont dit pas d'alliance, donc on y va tout seul, on est obligé. Moi, ma question, c'est est-ce que du coup, tu nous dis, il va y avoir, si le local dit on veut y aller avec le PS et on veut y aller avec ELV, vous dites OK. Et ça dépend d'où. Par exemple, je suis à Perpignan, on a une liste commune et c'est une grande ville. Angers, par exemple. Ça dépend des endroits. Mais la question, elle sera toujours programmatique. Genre, on a un certain nombre, et tu peux les lire, et c'est public, on a 10 priorités programmatiques et un programme beaucoup plus complet qui a été édicté. Oui, mais là... Mais la vraie question qui nous est posée, et on va mettre les pieds directs dans le plat, c'est est-ce qu'on peut être derrière une tête de liste socialiste, là où à l'échelon national, ils ont créé les conditions de la désunion ces 3 dernières années, jusqu'à refuser semaine après semaine, mois après mois, de censurer ce gouvernement. Et à l'échelle c'est locale. Compliqué de les... tu peux pas dissocier ce qui se passe à l'échelon national en fait, de ce qui se passe à l'échelon local. Je suis désolée. Quand tu es un soutien d'Emmanuel Macron au niveau local, tu l'es au niveau national.
Au niveau local. Non, mais ça alors va là, être on va peut-être compliqué, pas non plus faire des comparaisons qui n'ont pas de rapport. Il y a un adversaire politique et il y a quelqu'un avec qui on a réussi à faire une alliance il y a moins d'un an. Enfin, il y a Il y a un plusieurs peu plus reprises, d'un an. d'ailleurs. Et- Donc, c'est Et pas. on en a c'est été pas- largement les artisans, tu le sais, Mais en le d'où- rendant d'où- possible. D'où ma question, qui est que, ouais, il y a des moments où ce sera derrière quelqu'un du PS. Bah, en En plus, fait. c'est vu l'implantation territoriale du Ouais, PS, en fait, c'est évident. l'AFI n'est Ouais, pas je vais- implantée je vais en donner des local. exemples. en fait, Non, mais on va se donner des exemples Donc, concrets. bah oui, alors, Localement, il y a- c'est pas Des que des ex- Carole Delga. Non, mais des exemples Oui, en concrets. plus. Montpellier, t'as le maire Michael Delafosse qui a fait des trucs anti-SDF pour que les SDF ne s'assoient pas dans la rue. Est-ce que quand on est de gauche, on peut soutenir ça? Il a fait la gratuité des transports en commun. Est-ce que quand on est de gauche, on peut soutenir La ça? gratuité des transports en commun, c'est bien, mais il fait aussi un projet inutile, un contournement de Montpellier-Ouest, si on veut aller dans les détails, un grand projet inutile. Et oui, moi, je suis désolée, je peux pas me mettre derrière un mec comme Michael Delafosse, qui participe au quotidien à construire une gauche qui n'est plus de gauche, une gauche qui refuse de censurer ce gouvernement, qui, à cause de qui on se retrouve à avoir l'un des pires budgets, et c'est extrêmement concret pour les Est-ce gens. que- Et donc... Mais la droite, moi, c'est je trouve pire, ça- en fait. Non, attends, juste pour finir, je trouve ça quand même assez fort de café que le Parti socialiste a dit qu'il ne voulait pas d'alliance avec la France insoumise, ni au premier, ni au second tour. Qu'il y a des gens, le maire de Paris-Centre, Arié Veil, si je ne me trompe pas sur son nom, qui a dit je suis prêt à faire gagner Dati plutôt que à m'unir d'une manière ou d'une autre avec la France insoumise, même Attends, si tu c'est le déconnes, PS qui est Sophia devant. Chikirou elle-même, elle a dit qu'il fallait pas un Non. socialiste à la mairie, Non, non, à la mairie de ouais. Paris. Non, c'est pas Bah, ce tu vois, qu'elle a moi, dit. je veux bien. Non, mais Bah, là aussi, si. tu peux prendre des propos qui sont Je crois qu'elle déformés. a dit que voulait Je que vais le te PS dire- perde. Non, je vais te dire ce qu'on dit sur les élections municipales. On dit qu'en toute hypothèse, si nous sommes en tête du premier tour, nous proposerons une fusion à toutes les listes de gauche pour le second tour. Est-ce que une seule autre force de gauche a proposé ça? Est-ce que, Pas à ma connaissance. est-ce que si vous n'êtes pas en tête, vous accepterez de, vous accepterez de Mais rejoindre la des question, initiatives similaires qui seraient prises mais par la, les socialistes la par exemple question dans ce cas-là, elle est à poser au Parti socialiste. Moi, j'entends que le Parti socialiste veut de fusion avec la France insoumise, ni au premier ni au second Mais tour. c'est pas vrai. Donc, si la question se pose pas, je suis désolée, Ça c'est la n'est ligne. pas ce qui se officielle fait du au Parti local. socialiste. Et tu vois bien, tu sais bien que Et tu au sais comme moi PS qu'il y a ce Attends, qui va je se peux passer juste dans les finir. petites villes et dans les grandes villes. Mais tu vois bien que la tradition verticale de la FI n'est pas la même au PS. Et donc, il y a au local des gens du PS qui travaillent depuis des années avec plein d'autres forces et qui disent il faut absolument qu'on ait des alliances. Et plusieurs endroits, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas les mettre dans la merde, mais des gens de la FI qui me disent nous, on veut bien faire l'alliance avec le PS, mais ça va gueuler aux nationaux. Alors, Et ben ça, je suis désolée, mais en fait, parce qu'ils disent quoi? Attends, pourquoi ils disent pas ça alors déjà, je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent gagner. Je pense à Angers, par exemple, tiens. Ou Caen, des villes qu'on pourrait gagner si jamais la gauche était unie. Et tu ne peux pas nier, et on l'a vu avec le NFA, enfin n'importe qui a des yeux voit qu'il n'y a pas une même dynamique quand il y a 5 listes de gauche et qu'on dit on va faire une primaire, et quand il y a une liste de gauche qui trace. Et donc du coup, moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que si dire dans des villes où l'union est une condition d'accès au deuxième tour, bah le Natio a dit qu'on pouvait pas s'allier, donc on s'allie pas. Et après dire, bah du coup, pardon, mais donc on acte que la droite va gagner et que on est content. je peux me permettre de faire une précision parce que tout le monde n'a pas en tête le mode de scrutin pour les élections municipales. Les conditions d'accès au second tour, c'est qu'il faut faire 10%. Donc, ce n'est pas les deux premières listes qui sont qualifiées comme pour des élections législatives. Donc, à partir du moment où vous faites 10%, vous pouvez vous qualifier. Et si vous faites 5%, vous pouvez fusionner avec d'autres listes pour le second tour. C'est important à avoir en tête parce que, dis-moi, les villes où le fait qu'on soit candidat va empêcher une autre liste de gauche d'arriver au second tour. À Caen, on peut tout à fait faire 10%. On a fait plus de 10% aux élections européennes à Caen. La liste de la France insoumise, en tout cas, peut faire 10%. La même chose à Angers. À Angers, on peut arriver au second tour. Il n'y a aucune liste de gauche qui est menacée de faire moins de 10%. Il y en aura au moins une d'entre elles qui fera 10%. Première chose. Et ensuite, deuxième chose, une fois que tu as tes listes après le premier tour, bah oui, tu as le second tour, et là, tu peux faire des fusions sur des bases qui sont claires. Mais pardon, on a été, franchement, et vous parlez pas à la moindre des unionistes de la France insoumise. Bah, c'est pour ça que je te parle. Moi, je rappelle que j'avais quand même proposé de laisser ma place aux élections européennes, de ne pas être tête de liste.
de la laisser aux écolos. Bon, peut-être qu'on a T'es venu l'expliquer sur le plateau de mieux Brexit. fait de ne pas le faire vu le score des écolos au final, mais j'avais proposé de laisser ma place pour qu'on ait une liste commune. Donc on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas créé les conditions de l'union, y compris sur le long terme. De la même manière, pour le nouveau Front populaire, on a dit qu'on jetait les rancunes à la rivière et on l'a fait. Mais ensuite, quand tu as un parti socialiste qui, à l'Assemblée nationale, dit au début on va censurer, et après ils te disent on va censurer s'il n'y a pas l'abrogation de la réforme des retraites. Finalement, il n'y a pas l'abrogation, ils te disent s'il n'y a pas la suspension. Mais ça, on s'en fout pour savoir comment les gens vivent à Angers. Pardon, mais c'est quand même ça le sujet. Donc, on parle des il y a municipales. quand même là. un sujet sur la structuration politique. Et ensuite, de manière concrète, quand tu as des villes socialistes qui font des délégations de services publics qui sont gérées par le privé. Je te parle de villes de droite. Bah, c'est la même chose. Si le Parti socialiste propose, n'est pas d'accord pour une régie municipale de l'eau, n'est pas d'accord pour des centres de santé municipaux, Et s'ils n'est pas sont d'accord, mais s'ils sont d'accord, on peut discuter. Et s'ils Mais sont pas d'accord, c'est- mais que vous arrivez mais- tous les deux au second tour, est-ce que vous faites Eh bien, nous disons que si on arrive en tête au second tour, on n'aura au premier tour, pardon, on n'aura aucune difficulté à tendre la main à toutes les autres listes de C'est gauche. celui qui arrive en tête qui a la responsabilité. Mais bien sûr. Mais si vous Mais êtes bien sûr. troisième, Et vous je suis pouvez envisager désolée, de vous maintenir. Mais le Parti socialiste n'a pas la même clarté et le Parti socialiste ne dit rien de tout ça. Et moi, je trouve ça quand même un peu fort de café que depuis quelques semaines, le débat sur les municipales, c'est le Parti socialiste dit qu'il ne veut pas s'unir avec la France insoumise au premier et au second tour. Et oh mon Dieu, la France insoumise présente des listes. Mais vous voulez qu'on soit rayé de la carte? Vous voulez qu'il y ait un arrêté ministériel qui a été pris pour supprimer la France insoumise comme parti politique? Non, c'est Et si on veut pas nous, on se présente. Non, mais Et est-ce que Olivier Faure n'a pas j'entends- dit Non, mais pas de France insoumise au premier et au second tour? tu vois bien que je n'essaie pas de t'attaquer. Non, mais je sais bien, mais je t'explique. Je fais juste face, franchement, à la détresse de gens en local qui disent le nombre de 18-35 ans qui a prévu d'aller voter est abyssalement faible. On est d'accord. On sait que quand il y a peu de clarté en termes de combien il y a de listes, du coup c'est quoi la différence entre les listes, machin, pour les gens peu politisés, c'est illisible et donc ils vont rester chez eux. On l'a vu avec le NFP, quand il y a une liste de gauche, les gens disent ah c'est la liste de gauche, ah bah je vais voter pour la liste de gauche. Ça nous permet de former, nous, des militants, ça nous permet de former des gens à faire du porte-à-porte, ça permet aux citoyens de s'emparer de l'élection et aux partis d'être dépassés. Et quand il y a plusieurs listes de gauche, ça n'est pas permis. Parce que nous, sur le terrain, ce qu'on fait, c'est expliquer la différence entre la liste écolo, la liste flavor LFI, la liste flavor... Tu vois, en fait, je ne dis pas que c'est 100% la responsabilité de la France insoumise. Je ne veux pas qu'on fasse... Je n'ai pas dit ça. Vraiment pas. Et j'entends aussi le PS qui dit jamais de la vie, on va mettre le logo de la FI. Ouais, enfin, ça vous dérangeait pas au NFP et tout. Hein. Donc, il n'y a pas de... Et puis d'avoir des affiches, même Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, en 2022. Mais je pense quand même qu'il faut que vous ayez en tête que ce que vous vivez au niveau du Natio, c'est très différent de ce qui est vécu, y compris dans des petites villes où il y a des gens qui ont envie de s'unir, mais qu'ils se disent on va se faire mal voir par les chefs. Moi, Donc, je dis, ça, je c'est un comprends problème. Tout à fait. Je t'ai pris l'exemple de chez moi, d'où je viens. Mairie Rassemblement National, donc on peut pas faire plus à droite. En plus, David Racheline, en termes de Oui, c'est niveau, pas mal. Ouais. il a sa carte d'abonnement au palais de justice du coin. Si Mediapart. vous voyez ce que je veux dire, pardon. Et à Mediapart. Ouais, Les articles et à Mediapart. Mediapart, ouais. Donc, endroit géré par le Rassemblement National, gauche assez désœuvrée, eh bien, là-bas, je peux te donner cet exemple précis, le Parti Socialiste dit jamais de la vie, ils ont un militant, hein, ils disent jamais de la vie avec la France Insoumise, ou alors on veut bien faire campagne avec eux, avec vous, mais sans le logo de la France Insoumise. Ben en fait, non, vous ne pouvez pas nous demander de disparaître politiquement. Et si jamais on doit faire une alliance, qu'on est prêt à faire, c'est sur des bases programmatiques claires. La même méthode qu'on a appliquée et qui a fonctionné pour le nouveau Front populaire, pour la NUPES, qu'on a tenté d'appliquer pour les européennes et qui n'a pas fonctionné, on l'applique là aussi en disant voici les bases Pour la présidentielle, programmatiques. on fait comment? Pour la présidentielle, c'est encore un autre sujet, mais si tu veux, on peut en discuter. Alors on y ouvrir ce arrive, bah, chapitre. justement, on Attends, voulait en juste parler. rapidement sur Vas-y. ce point-là, parce que moi je trouve pragmatiquement, hein, si on doit concrétiser un peu les choses, c'est quand même plus simple de travailler sur une base programmatique commune en vue d'une élection au premier tour, parce qu'on a plus de temps pour préparer la liste, pour préparer les choses, Sur le que principe, de t'as manière raison. un peu précipitée entre deux tours. Voilà, c'est la Non, seule- sur le principe, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu as des gens en face qui disent, dans tous les cas, on veut pas du logo LFI et on veut pas que ça se voit,
bah dans ce cas-là, nous, on fait campagne sur nos couleurs, sur nos idées, et on va pas les ranger au placard. Après, il y a un super concept qui s'appelle la démocratie. Moi, de nouveau, je pense pas la dernière des unionistes, mais je veux le faire sur une base claire. Et tu peux pas aussi enlever et même si j'entends le désarroi dans certains endroits où t'es 4 militants de gauche et t'es là, on va pas se taper y dessus compris parce de qu'on vos est quatre. militants. Hein. Mais j'entends complètement. Mais tu peux pas non plus enlever la colère qu'il y a dans le peuple de gauche. Moi, le nombre de gens aussi qui m'interpellent, qui me disent « Vous avez fait survivre le Parti socialiste pour qu'il fasse ça ?» Mais non, merci, quoi. Et moi, je n'ai aucun regret Au de faire ce niveau qu'on a fait. national, mais je Mais mets quelqu'un au défi ça dans va une pas- petite ville de 15 000 habitants, Je venir crois- te trouver pour te dire vous avez mis quelqu'un de PS sur la liste, oh là là, alors que ces personnes ne disent ça. Mais- Par contre, les gens ils regardent ce que fait la droite quand elle est au pouvoir, comment elle tue, on parlait des assos. Enfin, tu vois, genre, en fait, il y a un moment, il faut être responsable, et je sais que vous l'avez déjà été. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je crois qu'on Mais- vous mettra pas d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est un vrai. débat intéressant. Hein, Bah oui, c'est un Ok. débat. Suivez Backseat, vous allez réentendre parler dans les mois qui viennent jusqu'en 2026. On fera une émission spéciale fusion de liste, évidemment, au second tour. Avec On fera les négos en direct avec vous, comme ça vous serez les Évidemment, arbitres. Ah évidemment. ouais. Les arbitres des élégances. On voulait aussi te parler de 2027, l'échéance présidentielle. Est-ce que t'as pas l'impression que la campagne a déjà un peu commencé dans l'ambiance globale là? Oui, c'est sûr, parce qu'on en peut tellement tous plus de Macron qu'on n'a qu'une envie, c'est de se projeter dans autre chose et Y a qu'on de n'a ça. qu'une envie, c'est de Ouais, tourner la page de ce deuxième quinquennat qui est, franchement, j'ai l'impression de vivre dans un jour sans fin. Bon, du coup, c'est terminé l'histoire de la destitution et de la démission. On oublie. Non, si, nous, on est prêts à mener campagne du jour au lendemain. Ah, mais si ça, le- je sais, mais vous y croyez plus. Bah, Vous y avez de jamais vraiment facto, cru. non, si, moi, j'ai. T'as vraiment cru? Arrête. Ben, en fait, Bah, tout était Non. possible. Même Édouard Philippe disait faut qu'il se C'est vrai casse. ça, c'est vrai. Non, ça. mais faut et qu'il puis se casse, mais Édouard ceux-là, Philippe, Xavier Bertrand, enfin, ils étaient quand même un petit nombre. Ouais, Et c'était Et puis possible, surtout, hein. Ils le se sont mec, vus il est tellement un but de lui-même. Ouais. C'est difficile de réfléchir comme Emmanuel Macron. Mais il est tellement un but de lui-même qu'il aurait pu faire pareil. Tu vois, la dissolution, personne ne l'avait vu. Genre en mode, je pars et je vous laisse dans ce bourbier. Tu vois, un truc. Pardon, je Ouais. fais assez mal le Emmanuel Tu Macron. le fais assez mal, mais on a compris l'idée. Ça montre que je suis sincère. Alors, et oui, que c'est je vrai, peux c'est pas vrai. faire de la Du coup, comédie. parlons, revenons sur 2027 parce qu'effectivement, c'est une échéance assez intéressante. Là, du coup, bon, ça va se passer comment la désignation du candidat chez LFI? Première question, ou de la candidate. Wink wink. Deuxième question, comment quel œil vous portez, je dis collectivement, mais aussi je veux avoir ton avis personnel, sur les initiatives portées type Lucie Castès, ce qu'a dit Marine Tondelier, ce qu'a dit Ruffin, etc. La primaire. Comment, oui, c'était question de primaire que tout le monde vraisemblablement veut faire, mais gagner quand même, qu'il lance mais qui gagne, a priori, surtout Ruffin, j'ai adoré. On va faire une primaire et je vais la gagner. Mhm. Puis t'as remarqué importe. qu'il y a chaque jour va, il y a un nouveau candidat. Mais alors Ils vont avoir justement, autant de candidats que de votants. mais je pense. précisément, moi je trouve Non, ça Delphine, un Bateau, C'est on la veut pas faire la démocratie, tu primaire. viens de dire que c'était la démocratie. Alors, mais si donc, tu veux vraiment, faire je une trouve primaire, ça, ils ont le droit de le faire. je trouve ça Y a pas de intéressant. problème. Et donc, du coup, dans le cas de figure où ça commence à prendre, effectivement, est-ce que vous êtes favorable est-ce que vous pourriez jouer le jeu? Je vais te retourner la question. Est-ce que si demain il y avait une primaire avec Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, est-ce que tu penses que l'un ferait campagne pour l'autre, dans un sens ou dans l'autre? J'ai pas compris. Non, Pardon. c'est pas très grave. Bah si. Attends, repose la question. Si, Pardon, je suis fatiguée, refais plus doucement. Ouais. S'il y avait une primaire dans Ah, mais ça laquelle va, toi. Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann étaient tous les deux candidats, Oui. est-ce que tu penses que si Jean-Luc Mélenchon gagne, Raphaël Glucksmann le soutient et inversement? Si Mais non, mais Raphaël Glucksmann, il le est pas de gauche, gagne, donc il serait pas dans la primaire de la gauche déjà. Donc, Bon. première, Bon, bah, donc on sort Glucksmann. donc, première question, Voilà. il y a un vrai Et maintenant, paramètre. on peut avoir une question de la vraie primaire de la gauche, à laquelle Donc, du coup, fait est-ce partie que la tu peux France Insoumise répondre- et les autres. Pardon, Et François Hollande. Vous Usul soutiendriez François et Hollande. Carole Toujours Delga. naturellement. de la merde. Naturellement. Manon, Je repose les questions parce que Manon, à chaque fois, tu essaies de m'embrouiller là, je le sens. Il est tard, pas je mon suis genre. fatiguée, c'est la 3e heure d'émission, ou presque. J'en peux plus. En plus, on se les caille sur ce plateau. Hein, n'est-ce pas? Je crois aujourd'hui. Donc, on se concentre, ok? Concentrez-vous, le public aussi, maintenant. Ça suffit. Si tu veux, on fait un vote à main levée du public. Oh non, Ah non, non. non. Oh, Non, non. je les adore, mais sans Première représentatif, question. rien du tout. Première question. Pour que Jean-Luc Mélenchon La soit- procédure de désignation du ou de la candidate côté FI. Deuxième question. Quid de votre participation à une primaire? Voilà. Pour les primaires, je De la crois que gauche. tu peux te C'était brosser. compliqué. Alors, première question, candidature LFI. Je pense qu'on va laisser d'abord passer la campagne des élections municipales pour pas tout brouiller en même temps. C'est vrai que cette pré-campagne, elle est un peu particulière, y compris pour nous, parce que
Si on compare à 2022, je sais pas si tu te souviens, on était parti en campagne en novembre. Donc Très, là, très tôt, ouais. ouais, cette Ouais, c'est époque de clair. l'année, Oui. on était déjà parti en campagne présidentielle parce qu'on avait fait le pari que c'était un moment où il fallait repolitiser le pays. Là, on s'est dit Ça va. que Il est bien politisé, là. Il Voilà. est chaud. C'est vrai. Ouais, ça va, les gens sont chauds. ça que va. ces derniers mois, ça a pas mal causé politique. Et en C'est plus, il y a les municipales au milieu. Donc, on s'est dit qu'on allait démarrer un peu plus tard. Donc ça, c'est pour la question du timing. Sur la manière dont il sera désigné, c'est aux instances de la France Insoumise d'en décider et on ne l'a pas encore Pas décidé. encore, ok. Et sur la question de la primaire, en fait, c'est un truc autour duquel on tourne à chaque fois. Je veux dire, il y a eu une primaire populaire. Christiane Taubira l'a gagnée. On sait ce que ça a donné la dernière fois. Ça veut pas dire que la primaire comme concept est à foutre à la poubelle. J'ai pas dit qu'il était à foutre à la poubelle, mais j'ai dit on peut aller dans le détail. On Il y a pourrait. pas mal de biais. Il y a pas mal de biais. On prend dans le détail les primaires précédentes qui ont été organisées. Il y a des biais sociologiques. Les plus âgés participent plus que les plus jeunes. Les Comme aux CSP+ élections. participent plus. Oui, mais Comme aux élections. les CSP+ participent plus que les quartiers populaires. Comme aux Et élections. Non, en proportion. Tu sais comme moi que dans une Jusqu'à élection. présent, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est une critique. Dans une élection de la démocratie présidentielle, que le tu taux fais. de participation est entre 75 et 80%. Le corps électoral d'une primaire, dans le meilleur des cas, les plus grosses primaires qu'il y a eu en France, c'était 1,5 million, 2 millions de millions. participants. Mais faites campagne pendant Et la donc- primaire, vous et êtes donc- fort. Tu as un corps électoral qui est déformé. Et à partir du moment où tu as un corps électoral qui est déformé, de fait, tu n'as pas la même représentation de la population. Ça, c'est pour la méthode. Mais ensuite, et le plus important, c'est sur le fond. Si tu fais une primaire dont le débat, c'est l'incarnation électorale, ça veut dire qu'avant, tu as une base commune. Et quand je vois, désolé d'en revenir à eux, le Parti socialiste qui renie le programme du nouveau Front populaire, je ne vois pas comment je vais réussir à faire campagne avec eux. Que ce soit sur la retraite à 60 ans dont ils tournent le dos, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net dont ils tournent le dos, l'allocation d'autonomie pour les jeunes dont ils tournent le dos. Et là, Ça fait Liliane quand même fait un tes valises. paquet d'exemples sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est pas grave, c'est la démocratie. Mais si on n'est pas d'accord, dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir des propositions présidentielles différentes. Après, là où je te rejoins, c'est que il vaut mieux avoir des propositions politiques claires, mais pas genre 50 sur le même terreau électoral. Donc on a intérêt à discuter, à tendre la main à un maximum de gens Je et pense pour que essayer de ce qui trouver va un se terrain passer, d'entente. c'est un petit peu comme en 2022, c'est un truc avec un nouveau label, peut-être même l'Union populaire à nouveau, l'idée de dire l'Union, elle se fera, mais autour de moi et autour du programme, etc. Et laissons les autres faire leur primaire, ils feront 5%, et je sais pas quoi, c'est un petit peu ça le design là, du truc. Le globalement. design, c'est de faire campagne sur nos idées. Et quand je vois que les autres font des réunions à Bagneux où ils passent un paquet d'heures, où ils sont pas encore Ah. d'accord sur les modalités d'élection. Bah ouais, mais ça de s'appelle la la primaire démocratie populaire. en fait. Oui, sauf que nous, Pardon, pendant mais ouais, décider à 3, ça va plus vite, ça c'est sûr. En fait, maintenant. non, ça permet d'être plus précis et meilleur dans ce qu'on fait sur le fond. Je te donne un exemple. J'ai participé aux négos de la NUPES. Et quand on a fait les négos programmatiques de la NUPES, on avait face à moi les écolos, les socialistes, les communistes, et sur un tas de sujets, en fait, ils n'avaient pas d'avis, pas de point de vue, rien de construit politiquement, parce que les heures que eux ils ont passées à se battre entre eux, nous, on les a passées à faire du fond, Il y a que à LFI aller qui convaincre des quartiers. On peut nous reprocher beaucoup de choses. On a le droit Pas tout d'être à en fait. désaccord avec nous. Ça, on est d'accord. Merci. Mais au moins, on Attaque. travaille et on Ouais, quand passe même. tout notre temps, toute notre énergie. Et honnêtement, dans les négos de la NUPES, ça m'a semblé mais d'une évidence, où en mode, j'avais des gens en face de moi et qui me disaient je sais pas, et puis qui cherchaient dans leur page de programme. Mais comme Bah leur non, mais programme entre tenait en 10 nous, pages, Entre nous, ils si avaient vous pas la vous réponse. permettez cette posture, c'est parce que vous avez le sentiment d'être en position dominante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être en position dominante dans le paysage de la gauche dans des tous les partis cas, politiques de ce gauche que j'entends d'une partie de la gauche qui dit plus jamais la France Oui, je pense que le insoumise, PS a Jean-Luc perdu des points, quand Mélenchon, même. je sais pas quoi, et qui clairement. consiste à éliminer la force politique qui est peut-être la force politique qui a le plus grand nombre de militants, qui est la plus active. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la vie politique, des militants, etc. Mais je trouve ça un peu fort de café. On nous dit mais vous voulez pas de ça, de ça, de ça, et puis la seconde d'après, on exclut de toute façon la France insoumise. Donc oui, on fait campagne sur nos idées. Oui, l'énergie qu'on va passer dans les mois qui viennent. Première chose déjà, inscription sur la liste électorale. Il y a 10 millions de gens en France qui sont pas inscrits, mal inscrits sur les listes électorales. On fait des caravanes populaires dans les quartiers.
loin, ça se voit pas ce qu'on fait. Là, c'est vraiment en dehors des radars médiatiques. Et tout ce temps et cette énergie qu'on passe, oui, il sera utile pour nous, la France insoumise, mais plus généralement pour la démocratie. Et j'estime que notre temps, il est mieux utilisé comme ça. Ouais. Moi, j'ai une petite observation. C'est vrai que j'entendais Glucksmann dire il faut prouver qu'il y a encore une gauche social-démocrate et qu'elle est majoritaire sur la gauche, machin. Et moi, ça m'énerve de fou. Tu fais bien le Raphaël Glucksmann. Hein, merci, c'est gentil. Quand je l'entends dire ça, ça m'énerve de fou. J'ai l'impression, parce que une campagne présidentielle, vraiment, qui est l'élection majeure, quand tu l'as fait, normalement, c'est pour gagner, quoi. C'est pour y aller. Et de la même manière que Fabien Roussel, qui y va pour faire exister le Parti communiste et tout, ça m'énerve aussi, parce que c'est pas tourné vers la victoire. Le NPL ou tout hier aussi. Hein. Oui, ouais, mais bref. Ouais, mais pour tous, c'est ça pareil. Non, mais là, j'ai l'impression Il a le par contre que oui, sur les municipales, par contre, la France Insoumise fait un peu ça. C'est-à-dire, on y va pour tester dire un qu'on petit y peu va. quel est le rapport de force à gauche. Sauf que de nouveau, et c'est pas le même mode de scrutin. C'est pas le même mode de scrutin, donc on peut Tu dire. peux avoir c'est- 4 listes au second tour au municipal, c'est pas le cas au présidentiel. Pour aller sur ma question, c'est par contre là vous allez retrouver votre rôle central dans la gauche certainement aux prochaines présidentielles. Qu'est-ce qui va être fait différemment de la dernière fois? Parce que C'est une bonne question. Oui, Parce qu'il avait dit faites mieux, donc du coup. ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qui va Mais être fait mieux? dans les trucs que je peux te dire, dans les discussions qu'on a et en toute humilité qui sont pas abouties, puisqu'on n'est pas encore dans le cœur nucléaire de la campagne, mais dans les choses qu'on réfléchit, c'est comment on rend la campagne davantage collective. La grande différence entre une campagne de 2027 et une campagne a fortiori celle de 2012, mais même en 2017 et dans une moindre mesure 2022, c'est que t'as pas le Jean-Luc Mélenchon tout seul. On peut reprocher beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon, mais si tu prends dans les 10 personnalités de gauche les plus connues en France, t'en as probablement un Jean-Luc bon petit Mélenchon. paquet qui vient de la France insoumise. Il a fait émerger une génération, y compris des gens comme moi, qui venaient pas de la politique à la base, qui n'avaient pas forcément un avis très positif sur le monde politique, et qui l'a toujours d'ailleurs, mais c'est un autre débat, mais qui croient quand même que c'est un peu la seule manière de changer la vie des gens, et on a Donc un chacun truc plus un collectif. rôle. Mais la dernière fois, il y avait déjà Non. une espèce de comité Ah oui. de l'Union Alors populaire. là, je te parle de deux choses différentes. Toi, tu parles de La dernière présidentielle. ouais, mais tu On parle parles de l'incarnation. Tu parles du Parlement de l'Union Ouais. populaire. Ce Ouais, ouais. Parlement, c'était comment on allait chercher en dehors des rangs de la France insoumise. Dans la Ça, société c'est une chose. civile. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est comment, au sein de la France insoumise, on fait une campagne à plusieurs, y compris, je sais pas, est-ce que, je vais peut-être donner des idées ici, mais on casse le code de l'affiche présidentielle en mettant plusieurs visages, ce genre de choses. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, mais en tout état de cause, l'objectif, c'est de s'appuyer sur les différentes Ouais. forces, parce que chacun, on parle différemment, on s'adresse à des gens différents. Moi, je suis pas Manuel Bompard, qui n'est pas Mathilde Panot, qui n'est C'est pas dû au Éric fait que le Coquerel. Mélenchon bashing s'est intensifié, notamment depuis le 7 octobre dernier, et qu'il va falloir compenser et jouer contre ça, quoi, le Mélenchon bashing. Jean-Luc, il nous dit souvent, je fais office de paratonnerre. Oui, c'est ça. Donc du coup, Bah, mais est-ce que ce serait pas encore mieux Est-ce que sans tu Mélenchon? attelles, Est-ce ouais. que tu penses que Jean-Luc... Attends, il a posé Oui, j'ai une dit super le- question. j'allais poser la pardon. question. L'antidote suprême, ce serait que ce soit sans Mélenchon. Ou avec Mélenchon en support d'une autre candidature. Ou alors une combinaison des forces de Jean-Luc Mélenchon et des forces du reste Un des ticket. figures politiques insoumises. Ouais, mais t'as dit que les et règles parce que- les Et modalités le de taux de désignation n'étaient notoriété, pas par définies exemple, encore. de Jean-Luc Mélenchon est inégalable par aucun d'entre nous. Il faudrait qu'il soit là, mais si c'est pas lui, c'est vrai que ça désamorce aussi un certain nombre de mines. qui- Et à l'inverse, peut-être que ça mobilise pas certaines personnes qui auraient voté si c'était lui. Donc la question, c'est comment on construit sur les forces de Jean-Luc et sur les forces qui sont les nôtres et qui sont des forces Sur nouvelles. les faiblesses de Jean-Luc aussi, parce qu'on a Tout le monde a des l'impression- faiblesses, tu sais. Hein. Bien sûr, je roule là, je sais bien, surtout Jean-Luc. Non, je déconne. Non, mais on a l'impression que Jean-Luc est probablement le meilleur candidat pour se qualifier au second tour et le pire pour gagner l'élection au second. Alors, le truc le pire des seconds tours sur la base, par exemple, d'un sondage qui a été fait cette semaine d'Odoxa, qui prévoit un taux de participation à 55% au second tour. Bon, on y repassera. Le même sondage C'est qui ça, avait leur prévu... Pardon Leur chiffre, c'est 57%. De participation. Ouais, au C'est second pas tour. énorme, ouais. Ouais. Et 20 sachant qu'à la 26% dernière Jean-Luc, présidentielle, au C'est les second chiffres tour, de c'était législatif, 77. quoi. C'est les chiffres de législatif. Et il y a des chances
des raisons de penser que dans les 20 points de différence, c'est plutôt les jeunes, plutôt les quartiers populaires, Toujours. etc., qui sont sous-évalués dans ces sondages-là. Donc, le truc de oui, mais au second tour, il perd face à Bardella, ce qui est un peu le truc qu'on nous dit, hein, je suis même plus précise dans ta question. Vas-y. Ouais. Bah, déjà, dans ce sondage, tout le monde perd face à Bardella, premièrement. Et deuxièmement, le sondage qui est fait sur 689 votants, dont le taux de participation est de 57% à 1 an et demi de la présidentielle, alors que, enfin, moi, j'ai retrouvé des sondages de la dernière présidentielle où Zemmour, il était à 20%, quoi. C'est vrai. Pécresse était au second tour, elle a fait moins de 5. Enfin, Qui l'a commandé, ce sondage je veux bien Odoxa qu'on fasse des trucs sur la base des sondages, mais sinon, il y a un truc qui s'appelle la campagne de second tour. Et moi, je pense que Jean-Luc, oui, il peut être bon en campagne de second tour, que tout l'appareil derrière de la France Insoumise, tous ceux qui font campagne sur le terrain. Voilà, et nous, en tout cas, pour te rassurer, Tu penses on ne que fait pas campagne pour perdre. Tu penses que le rejet dont il fait l'objet sera compensé par une surparticipation populaire Et qui, puis le pourrait rejet le faire dont gagner fait l'objet le RN est toujours là. Enfin, je veux dire, il y a toujours Il y en une a majorité de la beaucoup dans le chat population qui n'ont qui pas ne veut l'intention d'aller voter contre le RN au second tour. Hein. Ça dépend qui est en face. Ils vont devoir s'y mettre, On puis peut ça poser dépend la de question dans le l'ambiance. chat. S'il y a Jean-Luc Mélenchon versus Jordan Bardella, est-ce que vous votez pour Jean-Luc Alors, Mélenchon? ça, c'est la question facile. Maintenant, s'il y a Glucksmann, vous faites quoi? Non, mais voilà, je connais mon chat, quand même. Bah, répondez aussi à cette question. Hein. Loumir. Moi, j'avoue, je vais revenir sur mon sujet, hein, qui est l'union, parce qu'en fait, il y a les appareils et il y a les gens. Et les gens de gauche, ils disent à 84%, on veut l'union. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le. Donc voilà, donc Mais j'entends. si ça s'appelle l'Union populaire, c'est l'Union. J'entends ce que tu dis, mais il y a un moment, il faut aussi voir ça. Donc moi, j'avoue que la question que je me pose, c'est est-ce que vous allez encore nous faire, ce que je souhaite, hein, à terme, mais l'union aux législatives, après nous avoir répété pendant 3 ans qu'en fait, on ne pouvait pas faire l'union parce que machin n'a pas de programme, parce que c'est des traîtres, parce que machin a dit truc. En fait, c'est, pardon, hein, mais c'est ingérable. C'est illisible. On a l'impression d'être pris pour des cons. Vous nous aviez dit pendant les européennes, on peut pas faire d'union parce que machin. Soit disant, il devait y avoir un pacte de non-agression. Ah bon, on demandait tous encore à voir. Donc moi, mon point, il est en fait, si vous faites l'union que pour sauver le cul de vos cadres, ce qui est franchement l'impression que ça donne. Pardon. Hein. En l'occurrence, je vais. Eh ben, en fait, comment vous voulez que le peuple de gauche, dont je rappelle 84% veut l'union, se projette dans comment est-ce qu'on va gagner en fait ensemble, et surtout où est-ce que vous habitez, parce qu'un coup on peut le faire, un coup on peut pas le faire, un coup on est d'accord sur un programme, on n'est plus d'accord sur le programme. Je ne parle pas des reniements qui ont existé sur le programme du NFP, je les connais, tu vois, et je te le dis à toi parce que je sais que t'es pas la moindre des unionistes, mais vraiment j'espère que vous réalisez cette fatigue monumentale qu'il y a dans le peuple de gauche à ne rien comprendre, à si vous êtes ensemble ou pas ensemble, à quand vous êtes ensemble et pas ensemble. Franchement, c'est lourd. Plusieurs choses pour te répondre là-dessus. D'abord, faire élire nos cadres. En l'occurrence, nos cadres, je prends, je sais pas, Mathilde Panot, Manuel Bompard et d'autres, ils ont été élus au premier tour des élections législatives. Je sais bien. Et donc, même sans union, je pense qu'ils sont élus sans aucune difficulté. Et à la différence, justement, d'autres, donc que je ne citerai pas, ils n'ont pas fait l'union pour sauver leur tête, ils ont fait l'union parce qu'ils voulaient gouverner le pays et changer la vie des gens. Parce que quand j'ai quand même vu Olivier Faure dans notre bureau débarquer, dire oui, alors la loi Cazeneuve, c'était pas top, dire la loi Touraine sur les retraites, c'était pas top, et que faire ça manifestement justement pour sauver leur cul, on peut quand même s'interroger sur le sens de la démarche. Première chose. Deuxième chose, tu dis ne pas prendre les Français pour des cons. T'as raison. Et prendre les Français pour des cons, ce serait précisément leur dire on est pour la retraite à 60 ans et abroger la réforme des retraites à 64 ans et arriver au pouvoir et ne pas le faire. Prendre les gens pour des cons, ce serait faire campagne sur le SMIC à 1600 € net, arriver au pouvoir, ne pas le faire. Prendre les gens pour des cons, ce serait dire mon ennemi c'est la finance au hasard et finalement c'est son meilleur pote. Prendre les gens pour des cons, ce serait faire campagne pour les droits des travailleurs et faire l'une des pires lois, en l'occurrence la loi travail. Et je pourrais continuer la liste, Je la connais. qui est assez longue. Donc pour moi c'est ça, prendre les gens pour des cons. Et en fait, on peut avoir, de nouveau on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais nous on fait de la politique avec les tripes et avec des idées. Et ces idées-là, c'est celles-là qu'on va défendre. Et je ne sais pas si on va réussir à gagner. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'on ne va pas réussir. Mais tu peux être sûr que moi, je vais mettre toute mon énergie pour essayer d'embarquer le plus de gens possible derrière ces idées-là. Et quand bien même ils ont été au Parti Socialiste ou je ne sais quoi avant, peu importe. Mais il faut qu'ils soient d'accord sur ces idées parce que je ne veux pas arriver au pouvoir et ensuite dire « Désolé les gars,
on n'a pas pu le faire. Et ça donne François Hollande. En 5 ans, quand même, le Parti socialiste, on a oublié parce que ça va vite, ils gouvernaient partout. Ils avaient l'Assemblée, le Sénat, les régions. Le mec était président de la République. Et en 5 ans, il est tombé avec 5 ans plus tard, c'est Anne Hidalgo et 2% moins de 2% à la présidentielle. Et en fait, c'est ça qui crée du dégoût de la politique. Tu fais campagne, tu promets des gens. T'as oublié Benoît Hamon entre tu... les deux quand même. T'as oublié Benoît Hamon entre les deux. Oui, mais quand même, Benoît. François Hollande est président jusqu'en 2017. Et en effet, Benoît Hamon est candidat en 2017, mais 5 ans plus tard, c'est 2022 et les 2% d'Anne Hidalgo. Donc en 5 ans, ils sont bien passés de président de la République à moins de 2%. Et en fait, c'est ça qui dégoûte les gens. Et avec la France Insoumise, on a réussi à repassionner les gens pour la politique, à les remotiver, à leur dire qu'on n'est pas condamné à avoir un duel entre la droite et l'extrême droite, pas condamné à faire en sorte que notre vie elle soit décidée par d'autres. Et on va continuer à essayer de faire ça. Et oui, je souhaite que ce soit le plus collectif possible. Oui, je souhaite qu'on embarque le plus de gens. Oui, si demain c'était à refaire la NUPES et le NFP, je le referais. Mais par contre, je le referais avec les mêmes exigences. Et derrière, je serais intraitable sur tous ceux qui ne tiennent pas compte de ces exigences et qui derrière trahissent, parce que je pense que ça fait du mal à la politique. Moi, j'ai du mal ensuite à convaincre les gens d'aller voter pour nous s'ils pensent qu'on va faire l'inverse. Nous, on a beaucoup de mal à convaincre les gens d'aller voter pour la gauche. Parce qu'en fait, je suis désolée, j'entends ce que tu dis, mais... Enfin, il y a un moment, je ne veux pas monopoliser la... Non, mais vous si on vous emmerde. Hein. Allez-y, vas-y. Non, on voulait... On ira boire un coup après. On aura l'occasion de revenir sur cette discussion qui, à mon avis, va continuer à occuper la gauche jusqu'en 2027 et même après. On voulait parler aussi de la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est aujourd'hui, je vous rappelle qu'une niche parlementaire, c'est un seul jour dans l'année où les groupes ont la possibilité de défendre leurs propres propositions de loi. Pour une fois, c'est elles et eux qui décident de l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'était la France Insoumise, c'était le tour de la France Insoumise. Les députés LFI ont présenté 8 textes, parmi lesquels une résolution contre l'accord du Mercosur qui a été adopté à l'unanimité, la nationalisation d'ArcelorMittal, la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé et encore d'autres textes. Pourquoi la nationalisation d'ArcelorMittal, c'est encore la solution selon vous ? C'est la solution parce qu'on a aujourd'hui une entreprise qui est le fer de lance de la sidérurgie en France. Ça peut paraître un peu abstrait, la sidérurgie, c'est l'acier. L'acier, vous en avez dans plein de composants, dans vos voitures, dans les trains, dans vos fourchettes, dans la vie du quotidien. Ça sert aussi à l'armement de défense. Bref, c'est indispensable pour notre souveraineté industrielle qu'on puisse produire de l'acier en France et qu'on ne soit pas dépendant de l'étranger. ArcelorMittal, c'est une grosse entreprise, avant Arcelor, puis ensuite rachetée en joint venture par Mittal, qui veut faire de l'argent et qui, classique, quand une entreprise veut faire de l'argent, elle prend l'argent public et puis après elle délocalise une partie de son activité en Pologne, le reste en Inde. Et face à la voracité de ces patrons-là qui versent 3 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, eh bien, on a un État qui est passif, inactif et qui est prêt à se faire dépouiller de notre aciérie, alors que un des enjeux principaux, notamment pour les hauts fourneaux à Dunkerque, c'est de les accompagner dans la transition écologique. Donc, de faire de l'acier davantage écolo. C'est compliqué quand on fait de l'acier, mais de faire les investissements qui sont nécessaires pour remplacer les 2 hauts fourneaux de Dunkerque notamment. Et ça suppose des investissements que ArcelorMittal n'est pas prêt à faire. Alors, pourquoi la nationalisation ? D'abord parce qu'il y a des emplois en jeu. C'est 18 000 emplois directs, plus de 80 000 emplois indirects que l'on peut sauver en gardant le contrôle de cette entreprise. Deuxième enjeu, celui que j'évoquais, de l'industrie et de la souveraineté industrielle pour continuer à produire en France ce dont on a besoin et ne pas être dépendant de pays extérieurs, la Chine et l'Inde pour ne citer que. Et troisième raison, si l'État est l'actionnaire principal, alors il peut faire les investissements qui sont nécessaires, qui demandent de l'argent initialement et qui sont rentabilisés sur le moyen terme. C'est aussi une demande forte de la part des syndicats. Il y avait une mobilisation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale avec les syndicalistes qui étaient là. Et je pense que c'est important de porter cette voix des travailleurs, cette voix des ouvriers,
À l'heure où, en face de ça, tu as le Rassemblement national qui fait de l'obstruction parlementaire, qui a déposé des centaines d'amendements et qui abandonne les ouvriers en rase campagne et qui préfère faire les poches des ouvriers que les poches des actionnaires. Et ça, Justement, je comprends pas parce que c'est quoi la stratégie de leur part? Parce qu'en effet, là, si ça n'est pas voté avant minuit et qu'ils ont gagné assez de temps avec leurs amendements, ça passe à la trappe. Mais quelle est leur stratégie là-dedans? C'est le recentrage à droite C'est l'union des droites, hein. de l'ère Bardella qui s'annonce avec on fait même plus un effort pour essayer de donner le change et de faire en sorte que l'État va quand même être là pour les travailleurs. Il n'y a plus un effort, plus rien. Pour C'est moi, leur recentrage pour patronal. moi, ils n'ont jamais vraiment fait semblant, parce que dès que tu prends les questions sociales à l'Assemblée nationale, l'augmentation du salaire minimum, Oui, oui, non, Non, bien mais sûr, Marine, Bien sûr, mais sur les vraiment trucs fait semblant. symboliques, Ouais. de temps en temps, ils ont essayé de donner le change sur la retraite à 60 Ouais. ans. Ça durait pas, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ouais, C'était compliqué. Mais C'était pas vraiment clair sur parce que tu avais Bardella en même temps qui disait qu'il était prêt à faire la retraite à 64 ans, etc. Donc oui, tu as raison qu'il y a probablement une bataille interne au sein du Rassemblement national. Bardella, en effet, veut faire l'union des droites. Mais j'ai envie de dire que fondamentalement, je ne suis pas surprise de leur stratégie en la matière. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le faire savoir. Pour tous les ouvriers du pays, sachez que le Rassemblement national ne défend pas vos intérêts. Et par ailleurs, ce sont aussi des patriotes de pacotille, parce que drapeau bleu, blanc, rouge, tout ça, mais ils veulent de l'acier qui vient de l'autre bout du monde. Donc, je trouve que la niche parlementaire est un moment de vérité sur le sujet. Sur ce sujet comme sur d'autres, les parkings gratuits dans les hôpitaux, ça paraît anecdotique. non, c'est Mais propre. tu vas Tellement. aux urgences, C'est tu vas aux essentiel. urgences, Ouais, tu ouais. raques. Et puis, Non, mais- tu vois, tu arrives aux Essentiel, urgences, bien tu sûr. précipites, tu vas C'est- voir un c'est- proche et machin, et tu raques. C'est pas important de normal. rappeler Ça, et le effectivement que Mercosur, c'est trois bons sujets. c'est une bien niche sûr. parlementaire, ce qui veut dire que les lois qui seraient éventuellement votées ont très très peu de chances de s'appliquer au final, mais ça envoie quand même un signal On important. nous avait dit ça sur la constitutionnalisation de l'IVG, que ça aurait très peu de chances d'arriver à son Ouais, parce but. que vous avez fait un compromis avec les macronistes, je vous rappelle. Alors, aussi parce qu'on a réussi à convaincre les sénateurs. quoi, Plus ça surtout marche. le Sénat là, qui est. Non, mais Surtout le Sénat, ouais. Et un autre exemple, Mercosur, c'est un bon exemple. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet au niveau européen. On a un moment clé. Bon, déjà, pour dresser le tableau, pire accord de libre-échange jamais signé. On va importer des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de soja, de maïs, avec des pesticides, des OGM, des hormones de croissance, en veux-tu, en voilà, qui sont interdits d'ailleurs dans l'UE, sans compter le coût environnemental de ça. Bref, c'est une pure folie. Vous vous souvenez de Macron qui avait dit non, l'accord Oui, il sur avait le dit non. Mercosur, on est contre, machin et bien tout. Bon, Il y a eu il des va atermoiements capituler après. en rase campagne. Il dit qu'il a obtenu des garanties. Non, aucune garantie. Je peux te dire, je suis rapportrice au Parlement européen sur les fameuses clauses de sauvegarde, qui, je te fais le pari ici, et je suis prête là, c'est filmé, donc vous pourrez Ouais. me réinviter dans un an pour vérifier. Ces clauses de sauvegarde ne seront jamais activées. Ok. Parce qu'il faut des conditions qui sont impossibles à réunir, c'est seulement la Commission qui peut le décider, il faut que les prix aient augmenté plus de 10%, que le volume d'importation ait augmenté plus de 10%, qu'on puisse montrer que ça a un lien direct avec l'accord avec le Mercosur. Bref, les agriculteurs vont prendre cher. Et au passage, Emmanuel Macron abandonne, on le savait. Le 18-19 décembre prochain, va y avoir le vote au Conseil européen. Là, il faudra bien surveiller le vote de la France qui va faire un truc à la mort moelleux et qui va pas mener la bataille, en disant que quand même ils ont obtenu quelques astérix en bas de la page qui ne servent à rien et qui ne sont absolument pas contraignantes. Et la réalité, c'est que on est les seuls à mener cette bataille à l'échelon européen. Et mais en même temps, parce que comme on a beaucoup déprimé les gens ce soir, j'ai envie de donner un peu de source d'espoir. Vas-y, ce sera le mot de la fin. Sur l'accord avec le Mercosur. Ils sont fébriles en face parce qu'on avait déposé notamment un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour interroger la compatibilité de l'accord avec le Mercosur avec les traités européens. Comme quoi, parfois, Ah, c'est leur propre on se jeu. sert des traités européens, on les prend à leur propre jeu, notamment le principe de précaution, pour ne prendre que celui-là. Et on avait fait signer ça par 145 députés de 5 groupes différents, de 21 nationalités différentes. Je me suis bien cassé la tête à réussir à faire signer ça par autant de gens. Et la présidente du Parlement a dit non, on va pas examiner ça maintenant, on va examiner ça plus tard. Et clairement, elle est sortie de son pouvoir pour faire ça, parce qu'elle sait qu'ils allaient perdre. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité au Parlement européen sur l'accord avec le Mercosur. Et peut-être si on dézoome encore un petit peu plus,
Je me souviens d'il n'y a pas si longtemps que ça, au début où je m'étais engagée en politique, quand on parlait de protectionnisme solidaire, d'opposition aux accords de libre-échange, en vrai, on était ultra minoritaire. Ouais. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, on est en train de gagner la bataille culturelle. Sur le libre-échange, sur l'opposition au libre-échange, sur la taxation des plus riches, sur la nationalisation d'ArcelorMittal. Il y a plein de Vous avez sujets. été rejoint par qui? Les sociodémocrates des autres pays? Par les Beaucoup de députés d'horizons politiques différents qui se rendent bien compte qu'aller chercher des trucs qu'on peut produire ici à l'autre bout du monde, ça n'a aucun sens social, aucun sens sanitaire, aucun sens environnemental. Et moi, je me satisfais pas d'avoir raison avant tout le monde. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à appliquer les choses qui changent concrètement la vie. Et voilà, s'il faut finir sur une note d'espoir, parfois, quand on est de gauche, on va pas se raconter d'histoire, c'est pas facile. On avance un peu contre le vent, contre vents et marées. Hein. Quand je me tape des plateaux de CNews, c'est moins sympa que chez vous, je vous rassure. Promis, je termine là-dessus. Je t'en supplie. Pour donner vraiment cet espoir aux gens, on peut gagner des batailles. Et on a gagné des batailles culturelles. Donc les gens, vous désarmez pas, baissez pas les bras. Et je vous jure que la bataille est longue, elle est dure, mais peut-être qu'on peut la gagner. On a été exigeant avec toi, Manon. On Ouais, avait été j'aime bien exigeant avec l'exigence. Arthur Delaporte. On continuera à l'être Ouais. sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'être venu sur le plateau.